Hello les dinos. En quelle année est-ce que vous êtes nés, vous? Bon, moi, depuis la première partie de la vidéo, ça reste 1988. Mais je serais quand même curieux de savoir quelle année vous êtes nés, histoire de voir un peu mon public cible et de faire la prochaine vidéo sur votre année de naissance. Tout de suite, on va passer à la deuxième partie, qui reprend des films un peu méconnus, un peu oubliés, ou alors carrément sous-estimés par le public ou la critique, et qui sont sortis bien entendu toujours en 1988. Tout de suite, incident de parcours de George Romero. On connaît forcément George Romero pour ses films de zombies. C'est un petit peu le Godfather des zombies, hein. On va pas se le cacher. Mais ici, justement, c'est un de ces films qui ne parle pas de cet univers-là, et c'est plutôt un thriller, en fait. Et honnêtement, c'est une facette de Romero que je ne connaissais pas trop, parce que, pour être honnête, moi je me suis surtout penché sur ces films de zombies, mais ce film m'a réellement captivé, et est sans doute un des meilleurs de sa filmographie. Il parle d'Alan qui, suite à un accident, va se retrouver tétraplégique. Déprimé par sa situation, il va se voir offrir un petit sage capucin apprivoisé pour aider les personnes dans sa situation. Petit à petit, la relation entre l'homme et l'animal va devenir tellement étroite que la petite bête va commencer à montrer des signes de jalousie pour les personnes approchant Alan, et plus particulièrement pour les femmes. Alan est ici incarné par Jason Begg, qui est très connu pour son rôle de Hank Voight dans la série Chicago PD. Il nous offre un personnage attachant par ses déboires qui va petit à petit s'attacher à Ella, ce petit capucin que la jalousie va pousser à la violence. On y voit tout d'abord un petit animal assez attendrissant et mignon qui nous fait nous remettre en question sur le bien-être animal et sur le fait que les animaux aussi sont doués d'intelligence et peuvent ressentir des émotions qu'on ne soupçonne pas forcément toujours. Et ça, c'est pour mieux vous plonger dans l'horreur jusqu'à ce combat final opposant un homme à peine capable de bouger sa tête et ce petit être vicieux en pleine capacité de ses mouvements qui vous tiendra en haleine, carrément qui vous fera retenir votre souffle sans déconner pendant plusieurs minutes jusqu'au dénouement fatal pour un des deux protagonistes. Romero nous propose ici un film très intelligent et terrifiant entre l'homme et l'animal, qui ne sera pas sans vous rappeler le film Link, sorti 2 ans auparavant. Tu aimes le cinéma? Tu trouves que je suis le roi? Alors abonne-toi! Le deuxième film qui nous occupe, c'est Y a-t-il un flic pour sauver la reine? Ça fait partie de mes comédies préférées et Leslie Nielsen est un acteur de génie dans le genre de la comédie parodique. Il a joué dans toute la série de Y a-t-il un flic, ainsi que dans Dracula, mort et heureux de l'être de Mel Brooks, et dans 2 épisodes de Scary Movie que j'aime un peu moins, mais voilà. Au total, ça fait quand même plus d'une dizaine de films sur une grosse carrière de l'acteur qui a quand même commencé dans le film de guerre et tout ce genre de cinéma, et qui est plutôt connu maintenant pour justement ses rôles dans ses films parodiques. Saviez-vous que la première trilogie de Y a-t-il un flic était en fait inspirée d'une série qui s'appelle Police Squad et qui n'a eu que son premier épisode diffusé en Europe, mais toute la série existe en français et est disponible en DVD et en Blu-ray depuis un bon moment. Dans ce film, on suit Frank Drebin, un flic de Los Angeles qui va enquêter sur la tentative de meurtre de son meilleur ami afin de le blanchir dans une affaire de drogue. Pendant ce temps, Vincent Ludwig, un riche homme d'affaires, se voit confier l'organisation de la visite de la reine Elisabeth II aux USA. Le film commence sur les chapeaux de roue et on peut voir sur le toit de la voiture le gyrophare, et on suit cette bagnole qui rentre dans des endroits complètement impossibles, comme par exemple les douches d'un hall de sport, ou la maison de gens comme ça, et qui vous dites mais putain comment c'est possible, où ils passent dans des couloirs, et c'est juste, ça montre déjà, ça vous donne déjà le ton de ce que va être la suite du film. Le film parodie bon nombre de films connus. C'est pas juste une parodie d'un genre particulier, le film policier, c'est aussi une petite parodie de films comme par exemple L'inspecteur Harry,
Le personnage de Frank Drebin étant un inspecteur, enfin un flic aux méthodes très personnelles, voire toujours un peu à la limite de la légalité, ou même encore James Bond dans la scène où il va dans le labo de la police récupérer des gadgets pour sa mission. C'est apparemment une chaussure toute conne, mais en réalité, ça peut se changer en arme de poing. Avec tout ce qu'il faut pour un flic en mission. On l'a baptisé Godasse de l'armée suisse. Le film utilise un humour potache et inattendu. Il introduit des éléments impossibles et loufoques dans ce qui est réel. Comme par exemple la scène où Frank se rend dans la marina pour aller voir là où son meilleur ami s'est fait tirer dessus, Nordberg qui s'appelle. Et on peut voir, comme d'habitude, vous savez, quand quelqu'un se fait tirer dessus dans les films, on voit la fameuse forme blanche à la craie. Ben là, elle flotte sur l'eau parce qu'il est tombé du bateau, et donc on voit cette forme qui flotte sur... Et c'est ça qui est génial dans ces films, c'est que ils prennent des trucs que vous connaissez et les intègrent de manière complètement illogique et à la fois logique. Et c'est juste génial, et c'est pour ça que ça fait tant rire, parce que c'est tellement inattendu mais tellement bien amené que ça peut pas laisser le spectateur indifférent, et c'est la très très grosse force de ces films. Comparé à des scary movies qui font tourner leur humour autour de la bite et du cul, et qui... et que c'est souvent des gags très lourds, la drogue, Ici, c'est un humour, je veux pas dire forcément plus fin, mais plus recherché en tous les cas. Ça veut pas dire que j'aime pas les scary movies, j'adore les deux premiers, voilà, ça me fait toujours assez bien rire, mais je suis né dans les années 90, donc c'est des films qui forcément sont passés quand j'étais gamin et m'ont un peu marqué. Mais comme je suis un gros fan des années 80, j'ai plus tendance à me diriger vers des films comme Y a-t-il un flic ou les parodies de Mel Brooks, parce que je trouve l'humour tellement mieux fait, mieux placé, et moins, voilà, encore une fois, moins cul, quoi, moins toujours autour du trou de balle, et ça pue la merde pour finir. Le troisième film dont on va parler, ça s'appelle Sanctuaire. Au départ, assistant réalisateur de Dario Argento, Michele Soavi est passé devant la caméra en 87 pour son premier long métrage qui s'appelle Bloody Bird. Ça parle d'un cinglé déguisé en chouette qui tue une bande de jeunes dans un lycée pendant une représentation de théâtre. Ça peut un peu faire penser au film Gallows qui est sorti il y a pas super longtemps. Il y a une suite qui est franchement nulle, mais le premier était assez sympa, où il y a ce même principe d'un esprit, en tous les cas dans The Gallows, qui tue des gens, des jeunes qui vont jouer dans une pièce de théâtre. Un an plus tard, il nous offre Sanctuaire, un film parlant d'esprits maléfiques enfermés sous une église depuis le Moyen-Âge, qui sont libérés par erreur, déclenchant de ce fait un mécanisme fermant l'église hermétiquement et emprisonnant un groupe de touristes avec ces esprits démoniaques. Ce deuxième long métrage du maître de l'horreur italien est d'une efficacité incroyable. Il met en scène tout un paquet de personnes qui se retrouvent bloquées dans une église avec des esprits démoniaques qui sont prêts à toutes les bassesses pour prendre la possession de leur corps. Il faut savoir que Sanctuaire devait à la base être le troisième volet de la saga Démon de Lamberto Bava. Le truc, c'est que Bava a décidé de laisser tomber la franchise après le deuxième film, et Dario Argento, qui était producteur donc de la saga, a pensé à Michele Soavi pour reprendre le flambeau. Cependant, Soavi décide de s'éloigner du scénario original pour se l'approprier. Tout ça en gardant certains des éléments qui faisaient ce qui était la franchise Démon, c'est-à-dire un huis clos dans un endroit où des esprits mal intentionnés se mettent à posséder tous les occupants. Toutefois, il met de côté l'aspect gore, ou en tous les cas le limite, au profit d'une ambiance et d'une arrivée insidieuse du mal dans un lieu saint et consacré. Forcément, le film a beaucoup pris de distance par rapport à ce qu'il aurait dû être au départ, tout en devenant une œuvre à l'ambiance baroque, unique et assez pesante. Soavi est un de mes réalisateurs italiens favoris, avec forcément ce bon vieux Dario, dont la fille, Asia, joue dans le film qui nous intéresse ici. Je ne saurais que trop vous recommander d'aller jeter un œil sur Bloody Bird, Sanctuaire, la secte et Della Morte e Della More de Soavi, et de constater par vous-même la puissance des ambiances et la force visuelle de ces films. Voilà, c'est ici que se conclut cette deuxième partie de Timecode. On se retrouve la semaine prochaine pour la troisième et dernière partie. Et je ne saurais que trop vous recommander d'activer la petite cloche bleue, de partager la vidéo et d'aller faire un tour sur le Utip, ça fait toujours plaisir. Sur ce, je vous dis à la semaine prochaine pour la troisième et dernière partie. Je vous fais des gros bisous et je vous dis ciao.